Mon père m'a regardé dans les yeux, m'a qualifié de mauvais investissement, et a financé l'avenir de ma sœur jumelle à la place. Il ne se doutait pas qu'il venait de s'acheter une place au premier rang pour assister à sa propre humiliation. Mon père n'a même pas haussé le ton. C'est la partie dont je n'arrive toujours pas à me défaire. 4 ans plus tard, debout à un pupitre devant 3000 personnes, je l'entends encore. Le silence absolu et clinique d'un homme démantelant l'avenir de sa fille, de la même manière qu'il rejetterait un échantillon de carrelage défectueux. Aucun tremblement, aucune hésitation, juste la cadence plate et calculée de quelqu'un qui a déjà fait le calcul et l'a trouvé nette. Il a fait glisser ma lettre d'acceptation à l'université sur la table de la salle à manger comme s'il s'agissait d'une facture qu'il avait décidé de ne pas honorer. Nous finançons Briarwood, a-t-il dit en regardant ma sœur jumelle, Amber. Pas pour moi, pour elle. Les frais de scolarité, le logement et la nourriture, les allocations de repas, le paquet complet. Amber a pressé le bout de ses doigts sur ses lèvres. L'éclat dans ses yeux disait qu'elle le savait déjà. Puis mon père, Grant Parker, entrepreneur en rénovation commerciale, homme qui s'est fait tout seul, architecte de chaque pièce de notre maison de Denver à l'exception de celle à l'intérieur de ma poitrine, m'a enfin regardé. Maya, nous avons conclu que nous ne financerons pas ton inscription à North Lake State. L'air a quitté mon corps en une lente et invisible expiration. Elle vaut l'investissement, a-t-il dit simplement. Une pause. La longueur exacte de la pause qu'un homme utilise quand il veut que sa prochaine phrase fasse mouche. Toi, non. Je suis restée assise là pendant 3 secondes qui ont semblé géologiquement longues. Puis j'ai ramassé ma lettre d'acceptation, je l'ai pliée une fois sur la pliure, et j'ai monté les escaliers. Il ne m'a jamais rappelé. C'est la partie qui m'a achevé. Pas les mots, le silence qui les a suivis. Il faut que vous compreniez qui j'étais avant cette table car sinon rien de ce qui vient après n'a de sens. Amber et moi sommes jumelles, identiques au sens biologique, séparées par 60 secondes et un univers entier d'interprétation parentale. Nous partageons les mêmes yeux noisettes, les mêmes cheveux couleur miel, le même visage sur lequel les inconnus se retournent depuis que nous avons 7 ans. Mais Amber a toujours été la version de nous en laquelle notre père a décidé de croire. Elle entrait dans les pièces comme si elle avait déjà été invitée. J'attendais dans le couloir en espérant que quelqu'un ouvre la porte. Je ne dis pas cela pour être cruel envers elle. C'est simplement vrai. Grant Parker dirigeait une entreprise de rénovation commerciale prospère à Denver et gouvernait notre foyer avec la même logique qu'il appliquait au chantier. Le capital circule vers le rendement projeté le plus élevé. Il utilisait des mots comme dividendes et rendement à la table du dîner. Il évaluait tout, ses employés, ses entrepreneurs, ses enfants, à travers la même lentille froide d'un tableur. Cet homme croyait sincèrement que les sentiments étaient des points de données pour les personnes qui ne pouvaient pas gérer les données. Pendant 18 ans, je ne lui avais donné aucune raison de douter des chiffres. Des notes parfaites tout au long du lycée. Une mention nationale du mérite. Une lettre de finaliste pour une bourse du département d'économie de North Lake State, qui n'était pas Briarwood, mais qui était rigoureux et pratique et portait exactement le genre de mérite sans fioriture que mon père avait passé 18 ans à prêcher comme étant la seule chose qui comptait. Je lui avais apporté la preuve de ma valeur sur un plateau. Il l'a regardé, a regardé Amber, et a choisi. Ma mère, Elena, s'est assise à côté de lui pendant tout ce temps, et a trouvé le grain de chêne de la table soudainement fascinant. Elle n'était pas une femme cruelle. Elle était faible, ce qui est sa propre variété particulière de dommage. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre, avec ma courte pointe achetée en friperie, mon tableau en liège couvert de programmes d'études codés par couleur, le silence particulier d'une pièce où personne ne vient prendre de vos nouvelles, et j'ai attendu les larmes. Elles ne sont pas arrivées. La trahison avait complètement sauté l'étape du chagrin et s'était congelée instantanément en quelque chose de plus dense, quelque chose qui ne bougeait pas. À minuit, j'ai ouvert l'ordinateur portable mourant dont Amber s'était débarrassé. Le ventilateur a gémi. J'ai tapé dans la barre de recherche avec des doigts dont le bout semblait engourdi, bourse d'études complète au mérite pour les personnes à charge financièrement éloignées. Les résultats étaient un cimetière de dates limites expirées et de sujets de rédaction me demandant de monétiser ma souffrance en 500 mots au moins. Mais à 3:04 heures du matin, les yeux injectés de sang et à moitié délirante, je l'ai trouvé. La bourse aux Sornes. 20 boursiers sélectionnés au niveau national, frais de scolarité entièrement pris en charge, une allocation de subsistance, un mentorat d'élite,
et enterré dans le paragraphe 4 de la section d'admissibilité. Une clause de transfert accordant aux boursiers une admission accélérée à une liste d'universités partenaires pour leur dernière année de spécialisation. 20 personnes sur des milliers de candidats. Je n'avais exactement aucun stage politique, aucun pédigré aristocratique, et environ 200 € en argent de secours provenant d'une enveloppe que mon père avait glissée dans ma main ce matin-là avec un petit mot adhésif qui disait « Sois pragmatique ». J'ai mis la page en signet. Puis j'ai attrapé un carnet usé et j'ai commencé à écrire un plan. Budget, salaire minimum, calcul des bourses fédérales Pell. J'ai écrit jusqu'à ce que mon écriture cesse d'être lisible. La liberté, avais-je décidé, allait coûter du sang. J'étais prête à payer. Mon départ de Denver fut un chef-d'œuvre d'indifférence familiale. Grant a invoqué l'urgence d'un entrepreneur. Elena a prétendu qu'elle était encore fatiguée d'avoir aidé Amber à se préparer pour la semaine d'intégration de Brewood. J'ai traîné 2 valises éraflées jusqu'au terminal de bus Greyhound toute seule. Je suis arrivé à North Lake State sous un ciel gris et plat et j'ai emménagé dans la chambre la moins chère que j'ai pu trouver, une annonce qui vantait un charme rustique et qui a livré des planchers inclinés. Un radiateur qui résonnait comme un atelier de forgeron et une cuisine qui sentait en permanence l'ail roussi. Mon réveil sonnait à 4:30 heures tous les matins. À 5:00 heure du matin, j'étais derrière le comptoir du Sunrise béant, un café de campus indépendant qui sentait le lait brûlé et la laine humide. Je mémorisais les commandes d'espresso de la même manière que je mémorisais les modèles macroéconomiques avec une précision de survie désespérée. Je souriais malgré mes pieds douloureux. Ma main a cherché le comptoir et n'a rien trouvé. Quand j'ai cligné des yeux, je fixais des dalles de plafond tachées d'eau. Ma directrice, Denise, une ancienne infirmière militaire au milieu de la quarantaine, le genre de femme qui gérait un café comme si elle gérait un hôpital de campagne, était accroupie au-dessus de moi, le visage pâle. « À quand remonte ta dernière nuit de sommeil ?» a-t-elle demandé. Je ne pouvais sincèrement pas m'en souvenir. Elle a confisqué mon tablier et m'a dit que j'étais banni du bâtiment jusqu'à lundi. J'ai dormi 16 heures d'affilée et je me suis réveillé en sueur froide en calculant les salaires perdus. C'était l'état dans lequel je me trouvais, une personne pour qui l'inconscience était une crise financière. Ce même semestre, je me suis inscrite à un séminaire d'économie avancée avec le professeur Nathan Bell. Le professeur Bell était une légende du campus pour la raison précise que les étudiants le redoutaient. Fin de la cinquantaine, lunettes à monture métallique, tempes argentées, le calme d'un homme qui n'avait besoin de plaire à personne. Il rendait des copies couvertes d'encre rouge et gardait le silence si longtemps pendant les cours magistraux que les étudiants avouaient des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de dire juste pour combler le vide. J'ai écrit ma thèse de mi-semestre sur la mobilité de la main-d'œuvre et les subventions socio-économiques cachées. Je l'ai écrite par fragments dans le bus, dans la réserve, enveloppée dans une couverture à minuit. J'ai canalisé chaque once de fureur silencieuse que je portais depuis cette table de salle à manger dans l'argument selon lequel la méritocratie était un mythe construit par des gens qui n'avaient jamais eu à reconnaître leur propre filet de sécurité. J'ai nommé les filets de sécurité. J'ai nommé ce que leur absence coûtait.
Le professeur Bell m'a rendu la copie avec la note A+ écrite en rouge en haut et 4 mots en dessous. Veuillez rester après le cours. Lorsque l'amphithéâtre s'est vidé, je me suis assise en face de son bureau, les mains croisées sur mes genoux, et je me suis dit de ne m'excuser pour rien. Mademoiselle Parker, a-t-il dit en tapotant la thèse. L'analyse empirique est exceptionnelle. Le sous-texte est personnel. Quelle est votre structure de soutien en dehors de cette institution? Inexistante, ai-je répondu, trop fatigué pour jouer la comédie. Il a laissé le silence s'étirer. C'était une technique pratique. Cela a fonctionné. Je lui ai parlé du café, des gants en caoutchouc, de la table de la salle à manger, de la lettre d'acceptation, du petit mot adhésif avec le mot pragmatique écrit dessus, de l'intégration de ma sœur à Briroud et de l'utilisation par mon père du mot dividende pour décrire ses enfants. Pendant une demi-seconde, le visage composé de Nathan Bell a bougé. Quelque chose de froid et de précis a traversé son regard. L'expression spécifique d'un homme qui a calculé une injustice et l'a trouvée exaspérante. Il a ouvert son tiroir du bas et a fait glisser une épaisse pochette de couleur crème sur le bureau. Un lettrage doré en relief. La bourse aux sornes. Mon estomac s'est noué. Je l'ai vu, ai-je dit. Ils prennent 20 personnes. Je n'ai pas le curriculum vitae qu'ils recherchent. Je n'ai pas de stage. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas. Vous avez quelque chose de considérablement plus convaincant, a-t-il dit, sa voix comme du fer limé jusqu'à la pointe. Vous avez le dossier documenté et vérifiable d'un esprit brillant opérant dans des conditions qui auraient détruit la plupart des gens avec 2 fois vos ressources. Hawthorne recherche spécifiquement cela, et je parraine personnellement votre candidature. J'ai regardé le dossier, ma gorge s'est serrée. Mademoiselle Parker, a-t-il dit doucement. On dit depuis la naissance aux personnes comme votre sœur que le monde leur appartient. Les personnes comme vous sont formées pour être reconnaissantes pour tout ce qui tombe de la table. Ne confondez pas leur refus de vous inviter avec votre incapacité à dominer la pièce. Il s'est penché en avant. Ouvrez le dossier. Mes mains tremblaient quand je l'ai fait. Le premier sujet de rédaction se trouvait en haut de la page comme s'il avait été écrit spécifiquement pour moi. Décrivez le moment exact où l'architecture de votre vie s'est effondrée et comment vous avez orchestré votre propre sauvetage. La candidature à Hawthorne a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et j'avais récuré le linoléum des maisons de fraternité à minuit. Mes premiers brouillons étaient stériles, polis. J'ai écrit une résilience aseptisée dans des phrases prudentes et acceptables qui gardaient la dignité de mon père presque intacte. Je les ai envoyés au professeur Bell. Il me les a rendus saignants de rouge, avec ce commentaire gribouillé dans la marge. Arrêtez de protéger les gens qui vous ont laissé pour morte. C'est de la lâcheté. Dites la vérité exacte. Je suis resté assise dans la chambre glaciale pendant un long moment après avoir lu cela. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai tout brûlé. J'ai écrit sur la voix de mon père, sur son calme terrifiant. J'ai écrit sur la fascinante table en chêne de ma mère. J'ai écrit sur l'humiliation spécifique de récurer les salles de bain des dortoirs pendant que ma sœur publiait des photos de galas de confrérie avec traiteur. J'ai démantelé le mythe de ma propre indépendance, en le nommant pour ce qu'il était réellement, une histoire que mes parents racontaient pour que leur négligence ressemble à une philosophie parentale. J'ai arrêté d'adoucir ma colère et j'ai commencé à l'utiliser. Denise m'a écrit une référence de moralité supplémentaire sans qu'on le lui demande. Elle l'a tapé sur son téléphone entre le coup de feu du matin et la mise en place du déjeuner et m'a tendu une copie imprimée qui sentait l'espresso. Elle entre ici avec l'air d'un fantôme, a-t-elle écrit, et se souvient quand même que le professeur de biochimie est allergique au soja. Le comité doit savoir que cette femme est faite de quelque chose de différent. J'ai soumis la candidature un mardi pluvieux de mars. Puis l'attente. La notification est arrivée à 5:08 heures du matin un jeudi. Je déverrouillais la porte d'entrée du café. La pluie bruinait sur mon visage. La clé dans la serrure. J'ai senti mon téléphone vibrer dans la poche de mon manteau. Objet, bourse Hawthorne. Mise à jour du statut de finaliste. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran pendant 5 bonnes secondes. J'ai appuyé dessus. Chère Maya Parker, c'est un privilège de vous informer que vous avez accédé à la phase finale des entretiens nationaux. 50 finalistes sur des milliers. J'ai pressé mon front contre la vitre froide de la porte du café et j'ai laissé échapper un son que je n'avais pas fait depuis 3 ans. Pas un sanglot, pas un rire,
quelque chose entre les deux. Le son qu'une personne fait lorsqu'elle a retenu son souffle si longtemps qu'elle a oublié la sensation de l'air. Denise est arrivée 9 minutes plus tard, m'a trouvé en hyperventilation près de la vitrine des pâtisseries, et a crié assez fort pour surprendre un jogger de l'autre côté de la rue. L'entretien final s'est déroulé via un lien vidéo sécurisé dans le bureau du professeur Bell. Je portais un blazer bleu marine d'occasion qui tombait un peu mal aux épaules. 5 membres du jury, des visages sur lesquels j'avais fait des recherches pendant 2 semaines. Ils ont testé mes modèles économiques, mon endurance, ma réflexion à long terme. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas essayé de me faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse être à l'aise. Le succès, ai-je dit à un membre du jury aux cheveux argentés qui n'avait pas cligné des yeux depuis 10 minutes, ne consiste pas à prouver que le registre de mon père a tort. Cela le laisserait toujours au centre de mon histoire. Le vrai succès est de construire une réalité où son évaluation de moi est tout simplement non pertinente. 3 semaines plus tard, en traversant la cour du campus fin avril, tenant un café brûlé, la notification est arrivée. Nous sommes ravis de vous accueillir dans la cohorte 2024 des boursiers au Sorn. Frais de scolarité entièrement pris en charge, allocation non restreinte, mentorat de premier niveau. Mes genoux ont lâché. Je me suis assise sur un banc en béton et j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai pleuré de cette façon laide, violente, qui soulève la poitrine. Parce que des années de poids invisibles venaient de se vaporiser en une seule phrase, et que mon corps ne savait pas quoi faire de cette absence soudaine. J'ai appelé le professeur Bell. Ma voix sortait en morceaux. Je l'ai eu, ai-je réussi à dire. Je suis au courant, a-t-il dit, puis doucement. La fondation a informé les parrains à l'aube. Vous m'avez laissé me promener toute la journée sans le savoir. Je voulais que vous le découvriez par vous-même. C'était votre victoire à découvrir, pas la mienne à livrer. Plus tard cette semaine-là, assise dans son bureau alors qu'il exposait la prochaine phase du programme, il a fait glisser une feuille plastifiée sur le bureau. La clause de transfert au Sorn, une liste d'universités partenaires où les boursiers obtenaient une admission accélérée avec mention pour leur dernière année. J'ai fait glisser mon doigt le long de la liste. Il s'est arrêté près du milieu de la page. L'université de Briroud, la Tour d'Ivoire, l'investissement choisi par mon père. La maison de ma sœur pendant 3 ans pendant que je nettoyais les salles de bain des autres. Si vous choisissez Briroud, a dit le professeur Bell prudemment, en observant mon visage, vous entrez directement dans leur cursus d'excellence. Les boursiers au Sorn sont fréquemment considérés pour être le major de promotion. Étant donné votre moyenne générale, c'est probable. J'ai fixé le mot major de promotion. Ne le choisissez pas par dépit, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Mais je ne l'éviterai pas non plus pour les protéger. J'ai finalisé les formalités administratives cette nuit-là et je n'en ai parlé à personne. Ni à Grant, ni à Helena, ni même à Amber. Pendant toute ma vie, mon existence avait été mesurée par rapport à celle de ma sœur. Cette chose que j'avais construite à partir de rien, dans l'obscurité avec des mains en sang, m'appartenait à moi seul. J'allais faire en sorte que cela reste ainsi jusqu'au moment exact où cela ne pourrait plus être caché. La dernière année à Briroud a commencé sous un ciel si agressivement bleu qu'il ressemblait à un décor de cinéma. Je suis arrivé avec les 2 mêmes valises éraflées. Le campus était une cathédrale de richesse générationnelle. Des arcades gothiques, des pelouses bien entretenues, des étudiants en vêtements décontractés de créateurs portés sans effort qui n'avaient jamais eu une seule fois à calculer si une barquette de framboises rentrait dans le budget de cette semaine. Le privilège était atmosphérique. On le respirait. Je me suis infiltré discrètement. J'ai dominé les séminaires. J'ai gardé la tête baissée et mon travail extraordinaire. La première fois que j'ai acheté ces framboises sans faire le calcul dans ma tête, j'ai dû rester dans le rayon des surgelés pendant 1 minute avant de pouvoir bouger. Je ne pleurais pas à propos des framboises. Je pleurais à propos de toutes les fois où je n'avais pas pu les acheter. J'ai réussi à éviter Amber pendant 6 semaines. La collision a eu lieu un jeudi pluvieux dans la bibliothèque du campus. J'étais plongé dans un texte sur les subventions au commerce international, mon insigne de boursière au Sorn accrochant la lumière de la lampe quand quelqu'un s'est arrêté au bord de ma table. Maya. J'ai levé les yeux. Elle tenait un latte glacé au matcha, un cardigan en cachemire, des ondulations parfaites, tout ce que j'avais toujours imaginé que Briroud lui donnerait. Et c'était le cas. Mais alors qu'elle me regardait assise au cœur de son monde exclusif,
son visage s'est fissuré comme si elle avait vu quelque chose qui violait les lois de la physique. « Comment te retrouves-tu assise ici » a-t-elle chuchoté. « J'ai été transférée. Maman et papa n'ont jamais dit. Ils ne le savent pas. » Elle s'est assise sans y être invitée. Le latte au matcha flottait entre ses mains. « Maya, comment peux-tu payer ces frais de scolarité ici? Est-ce que... J'ai remporté la bourse Hawthorne. » Les mots ont explosé silencieusement derrière ses yeux. Même les étudiants de Briarwood prononçaient le nom de Hawthorne à voix basse. C'était le sommet. La chose que vous mentionniez pour expliquer que quelqu'un était dans une catégorie entièrement différente. « Tu as gagné la Hawthorne » a-t-elle répété. En effet. Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère portant le visage de sa sœur. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça ?» Je me suis penché en avant. Parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose de magnifique avant que Grant et Helena n'aient la chance de le disséquer, de le diminuer ou de le transformer en compétition. Le mouvement de recul a été immédiat. La réponse défensive a commencé à se former sur ses lèvres puis est morte. À sa place, quelque chose de plus lent et de plus honnête a traversé son visage. La honte. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle dit doucement. Tu en savais assez pour rester à l'aise. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone s'est allumé sur la table. Appel manqué. Maman. Appel manqué. Papa. Puis un message du numéro d'Amber. Elle l'avait apparemment envoyé avant de traverser la bibliothèque. Je viens de leur dire. S'il te plaît, réponds. J'ai regardé l'écran. Puis j'ai regardé ma sœur. Tu leur as dit que j'étais là. Elle ne l'a pas nié. J'ai rassemblé mes livres et je suis sorti. Le téléphone a sonné le lendemain matin alors que je traversais la cour sous le soleil de Californie. Cette fois, j'ai répondu. Je n'avais plus peur de la voix de mon père. J'avais simplement grandi au-delà de la pièce où elle avait du pouvoir. Maya. Sa voix est passée, tendue et contrôlée. Le ton d'un homme effectuant un calcul de dommages en temps réel. Ta sœur me dit que tu es inscrite à Briarwood. C'est exact. Tu as été transféré sans nous le dire. J'ai opéré en partant du principe que cela ne correspondrait pas à vos projections financières. Une pause. Ne sois pas insolente. Tu es ma fille. Le suis-je? Les mots sont sortis calmes, presque curieux. Parce que je me souviens distinctement d'avoir été assise dans la salle à manger pendant que vous expliquiez que je ne valais pas le capital d'investissement. Votre stratégie de portefeuille a-t-elle changé? Je l'ai entendu expirer. Une longue expiration contrôlée, le souffle d'un homme qui vient de réaliser qu'il n'est pas aux commandes de cette conversation. Amber a dit que tu as gagné la Hawthorne, a-t-il finalement dit. Sa voix s'était transformée en quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Quelque chose de dangereusement proche de l'admiration. C'est fait. C'est extraordinairement compétitif, Maya. Oui. Une autre longue pause. La calculatrice derrière ses yeux fonctionnait. Je pouvais le sentir. Essayant de trouver comment s'attribuer rétrospectivement le mérite de la fille qu'il avait laissée à la gare routière avec 200 € et un petit mot adhésif. Nous prenons l'avion pour la remise des diplômes d'Amber de toute façon, a-t-il dit. Nous devrions parler en personne. Je vous verrai là-bas, ai-je dit. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce qu'il ne savait pas, ce que j'avais spécifiquement fait en sorte qu'il ne sache pas jusqu'au moment où il serait impossible de le contenir, c'était que 3 jours plus tôt, le Dr Vivien Cole, directrice principale des affaires académiques de Briarwood, m'avait remis une enveloppe scellée dans son bureau et avait observé mon visage pendant que je l'ouvrais. À l'intérieur, une lettre officielle sur papier en tête de Briarwood. J'avais été sélectionné comme major de la promotion 2025. J'avais demandé au Dr Cole de s'assurer que les familles ne soient pas informées avant le programme imprimé de la cérémonie de remise des diplômes. Elle m'a regardé pendant un moment, lisant sur mon visage quelque chose que je n'avais pas essayé de cacher. Bien sûr, a-t-elle dit simplement. Le matin de la remise des diplômes était théâtral de la façon dont seules des sommes d'argent extraordinaires peuvent fabriquer. Les pelouses de Briarwood étaient aménagées en rangées parfaites de chaises pliantes blanches. La scène était surélevée contre une toile de fond d'arcade en pierre drapée de lierre.
L'air était lourd de lauriers coûteux et de l'énergie nerveuse particulière des familles qui attendaient cette unique photographie depuis 4 ans. L'orchestre jouait quelque chose de grandiose et de significatif. Je me tenais dans la zone de préparation en robe de velours noir. L'écharpe dorée de major de promotion pesait lourd sur mes épaules. Le médaillon aux sornes, solide, froid, réel, reposait contre mon sternum. Je n'avais pas dormi la nuit précédente, non pas par anxiété, mais par cette vigilance vibrante spécifique d'une personne qui est très proche de la fin de quelque chose de très long. De ma position dans les coulisses, je pouvais voir la section des invités d'honneur du premier rang à travers une fente du rideau. Ils étaient déjà assis. Mon père en costume sombre, un appareil photo de qualité professionnelle posé sur le genou, l'objectif orienté vers les rangées générales des diplômés où Amber serait assise. Ma mère en crème, serrant un bouquet de roses blanches importées de quelque part qui facturait le prestige de l'origine. Ils étaient rayonnants de triomphe parental. Ils étaient venus documenter le rendement de leur investissement. Ils regardaient dans la mauvaise direction. Je les ai regardés scruter la foule pour trouver le visage d'Amber. J'ai regardé ma mère dire quelque chose à mon père et mon père hochait la tête. Je les ai regardés s'installer dans la certitude confortable de ceux qui n'ont jamais envisagé une seule fois que le moment pourrait ne pas leur appartenir. L'orchestre s'est tu. Le président de l'université s'est avancé vers le grand pupitre. Professeurs éminents, famille fière, et l'extraordinaire promotion 2025. Sa voix a porté à travers le stade. C'est mon privilège distinct de présenter une étudiante dont le dossier académique, dont la résilience et dont le refus d'accepter les limites que d'autres lui ont imposées représente tout ce que cette institution prétend défendre. Au premier rang, mon père a levé son appareil photo, l'a pointé vers les rangées générales. Veuillez accueillir votre major de promotion et notre distinguée boursière aux sornes. Le doigt de mon père s'est déplacé vers le déclencheur. Mademoiselle Maya Parker. Le son qui a suivi a été une pleine seconde de silence suspendu et complet. Puis le stade a explosé. Je me suis levé. J'ai marché vers les escaliers de la scène et j'ai commencé à monter. Et en le faisant, je me suis permis de jeter un regard clair et délibéré sur le premier rang. L'appareil photo de mon père était figé en l'air, planant comme si son bras avait simplement cessé de recevoir des instructions de son cerveau. Puis lentement, l'objectif est tombé. Il a abaissé l'appareil photo sur ses genoux. La couleur a quitté son visage en une marée lente et absolue. À côté de lui, la bouche de ma mère s'était ouverte en une forme silencieuse qui n'était pas tout à fait un mot. Le bouquet de roses blanches s'est incliné vers l'herbe alors que sa prise faiblissait. Elle les a rattrapés par réflexe, mais ne semblait pas remarquer qu'elle l'avait fait. Ils me fixaient. La fille à qui ils avaient remis 200 € et un petit mot adhésif. Le mauvais investissement. Traversant une scène de l'institution qu'ils avaient payée pour quelqu'un d'autre. J'ai atteint le pupitre. J'ai ajusté le microphone. J'ai respiré une fois, puis j'ai parlé. Bonjour. Ma voix n'a pas tremblé. Il y a 4 ans, je me suis assise à une table de salle à manger à Denver, dans le Colorado, et quelqu'un en qui j'avais confiance m'a dit que mon avenir était un mauvais risque financier. J'ai agrippé les bords du pupitre. J'avais 18 ans. On m'a dit que mon potentiel ne valait pas le capital. Que parce que j'étais silencieuse, parce que je survivais sans exiger d'attention, on pouvait simplement me laisser me débrouiller seule. Le stade était absolument immobile. Ce n'était pas le discours qu'ils attendaient. C'était autre chose. J'y ai cru, ai-je dit. Je me réveillais à 4h30 tous les matins, je préparais des expressos et je souriais à des gens qui me parlaient comme si j'étais un meuble. Et je récurais les salles de bain des dortoirs à minuit. Et j'ai mangé des nouilles instantanées seul dans une pièce avec des sols inclinés le jour de Thanksgiving. Et j'ai cru, à un niveau cellulaire, que je méritais exactement cela. Parce que la personne qui était censée voir ma valeur avait fait le calcul et m'avait trouvée insuffisante. J'ai trouvé le professeur Bell dans la section des professeurs. Il me regardait avec la précision silencieuse qu'il apportait à tout. Il a fait un lent signe de tête. Mais l'épuisement est un professeur brutal et efficace, ai-je dit. Et ce qu'il finit par vous apprendre, c'est ceci. La reconnaissance et la valeur ne sont pas la même chose. La reconnaissance est une monnaie externe. Elle est distribuée par des gens qui regardent le mauvais registre. La valeur est interne. Elle existe dans l'obscurité.
Elle existe quand personne ne regarde et que personne n'applaudit et que le radiateur est cassé et que le loyer est dû et que vous ouvrez un ordinateur portable à 3:00 heure du matin et décidez que vous n'avez pas terminé. Le visage de ma mère était dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Mon père était assis rigidement droit, empalé. C'est le seul mot pour cela. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas parce que quelqu'un a décidé que je valais la peine d'investir. J'ai regardé directement le premier rang, directement vers lui. Je me tiens ici parce que j'ai arrêté d'attendre ce moment et que je suis devenu mon propre investisseur. J'ai exécuté mon propre sauvetage. Et je l'ai fait sans un seul euro de l'argent de qui que ce soit d'autre. Je reculai d'un pas. Le silence dura exactement un temps. Puis le stade se déchaîna. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement. Le genre qui commence dans la poitrine avant de sortir du corps. La promotion s'est levée d'un bond. Les rangées de professeurs. Des gens que je n'avais jamais rencontrés se tenaient debout dans les rangées des invités d'honneur, leur programme virevoltant. Au premier rang, Grant et Helena sont restés assis pendant 3 longues secondes pendant que le monde entier se levait autour d'eux. Puis Helena s'est levée, tremblant visiblement. Grant a suivi. Il n'a pas levé l'appareil photo. La réception s'est déroulée sous des tentes blanches avec du champagne et des fleurs coûteuses et la chaleur particulière d'une foule qui vient d'assister à quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Des professeurs m'ont arrêté. Des parents d'élèves que je connaissais à peine m'ont pris la main et m'ont remercié. Une femme m'a mis une carte de visite dans la paume et m'a dit qu'elle attendait que quelqu'un dise cela depuis 20 ans. Je me tenais debout avec un verre d'eau pétillante quand la foule s'est écartée. Grant et Helena se sont avancés lentement vers moi. Ils naviguaient dans l'espace comme des gens qui n'étaient plus certains d'avoir le droit de l'occuper. Mon père paraissait une décennie plus vieux que l'homme que j'avais vu lever son appareil photo 45 minutes plus tôt. Les yeux d'Helena étaient injectés de sang, son mascara traçant 2 lignes soignées sur son visage. « Maya » a dit Grant. Sa voix n'avait plus rien de son architecture passée. Pas de cadence calculée. Pas de calme managérial. Juste un homme. Les emplois, a commencé Helena, la voix se brisant presque immédiatement. Le nettoyage, le café. Nous n'avions aucune idée que tu. Vous aviez toutes les variables, ai-je dit, sans méchanceté. Vous avez choisi de ne pas faire le calcul. La mâchoire de Grant a travaillé. C'est juste, a-t-il dit doucement. C'est tout à fait juste. Il n'était pas un homme qui concédait facilement les choses. Je ne l'avais jamais entendu prononcer ces 2 mots dans cet ordre. J'étais arrogant, a-t-il dit. J'avais tort. Je n'ai pas. Il s'est arrêté, a recommencé. Je n'ai pas de meilleur mot pour cela que tort. Avant que je puisse répondre, une main est apparue à mon coude. Mademoiselle Parker. Une voix chaleureuse et assurée. Je me suis retourné. Un homme dans un costume anthracite sur mesure, aux cheveux argentés, le genre de visage qui apparaît en arrière-plan des photographies prises dans des pièces sérieuses d'institutions sérieuses. Il m'a tendu la main. Un discours extraordinaire, a déclaré James Hawthorne, fondateur de la Fondation Hawthorne, dont le nom figurait sur 3 bâtiments du campus et sur mon certificat de bourse. La Fondation est profondément fière de vous avoir dans notre cohorte. Merci, monsieur Hawthorne, ai-je dit en lui serrant la main. Les yeux de mon père s'étaient écarquillés. Nous anticipons votre arrivée à New York le mois prochain, a poursuivi Hawthorne, son attention entièrement tournée vers moi. Le bureau des analystes chez Hawthorne est ride et prêt. Vivien me dit que vous avez déjà été en contact avec l'équipe des politiques. Je commence dans 3 semaines, ai-je confirmé. Il a souri. Le sourire spécifique d'un homme qui a l'habitude de reconnaître la compétence et de la trouver là où d'autres l'ont manqué. Bien. Nous vous verrons alors. Il s'est éloigné. Le silence qui a suivi a été long. Grant fixait l'espace que Hawthorne avait occupé. Son appareil photo, ai-je remarqué, était toujours sur le dossier de sa chaise au premier rang. Oublié. New York, a-t-il finalement dit. Tu as un poste à New York. Analyste principal des politiques publiques. Helena a pressé une main tremblante sur sa bouche. Mais tu rentreras à la maison en premier. Avant de partir, même juste pour quelques jours, nous pourrions. Elle s'est arrêtée, s'est ressaisie. Nous voulons réparer ça, Maya.
Je veux réparer ça. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père. J'ai repensé à la table de la salle à manger, aux petits mots adhésifs, aux sols inclinés, aux radiateurs cassés, et aux 16 heures d'inconscience que ma directrice avait correctement diagnostiquées comme une famine de sommeil. J'ai pensé aux nouilles de Thanksgiving et à la légende d'Amber expliquant à quel point elle était bénie. J'ai pensé à 3 ans passés à construire quelque chose dans l'obscurité, seul, sans aucun plan si ce n'est la certitude que je refusais d'être l'histoire qu'ils avaient décidé de raconter sur moi. Je ne retourne pas à Denver, ai-je dit, mais je répondrai au téléphone. Mon père a expiré, la plus longue expiration que j'ai jamais entendue de sa part. Comme si quelque chose qui avait été sous pression pendant très longtemps avait enfin trouvé la sortie. Dis-moi ce qu'il y a sur la facture, a-t-il dit doucement. Sans l'armure d'entreprise. Dis-moi comment réparer ça. Et c'était là. Son langage, son registre appliqué maintenant non pas à une opportunité, mais à une blessure. J'ai presque souri. Il n'y a pas de facture, Grant, ai-je dit. J'ai déjà rénové la structure. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez faire une offre rétroactivement. J'ai posé mon eau pétillante sur le plateau d'un serveur qui passait. Mais si vous voulez commencer un type de registre différent, un registre fondé sur l'honnêteté au lieu des projections de rendement, je suis prêt à ouvrir le compte. Il a hoché la tête une fois. C'était le hochement de tête d'un homme qui est à court d'arguments et qui vient de réaliser, peut-être pour la première fois, qu'être à court d'arguments n'est pas la même chose que perdre. C'était peut-être, en fait, le début de quelque chose de vrai. 3 mois plus tard, mon appartement à New York était une boîte à chaussures avec un loyer exorbitant et un radiateur qui résonnait exactement comme celui de Northlake. Ma fenêtre donnait directement sur une ruelle en briques. Les matins froids, le courant d'air passait par le cadre, peu importe le nombre de fois où le concierge promettait de le réparer. Je buvais mon café debout à cette fenêtre tous les matins. C'était l'endroit le plus magnifique où j'avais jamais vécu parce que je détenais le titre de propriété de ma propre paix. Les lettres d'Elena ont commencé à arriver en août. De longues excuses prudentes écrites sur du papier cartonné épais dans son écriture cursive et précise. Dans l'une d'elles, elle disait « Je comprends maintenant que nous t'avons félicité de n'avoir besoin de rien pour ne pas nous sentir coupables de ne rien te donner. Nous avons appelé cela de l'indépendance. » C'était de l'abandon déguisé en compliment. J'ai lu celle-là 3 fois. Puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans le tiroir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il m'avait fait attendre 18 ans pour être vu. Il pouvait attendre une saison pour ma réponse. Grant a appelé en novembre. Sa voix est passée par la ligne, rauque et honnête d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Je ne demande pas l'absolution, a-t-il dit. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi et que j'ai honte de moi, dans cet ordre. Je vous entends, papa, ai-je dit en utilisant le titre avec précaution. Je vous entends. Nous avons parlé pendant 40 minutes de rien d'important, de tout. Amber est venue me rendre visite cet hiver-là. Nous étions assises à Bryan Park avec des lateurs de prix et l'air froid qui transformaient notre souffle en vapeur. Et elle a enroulé ses mains autour de sa tasse et a dit, « Je pensais que gagner leur approbation faisait de moi la gagnante. Et maintenant je pense que ça m'a juste rendu aveugle au fait que tu mourrais de froid dans le noir. » Elle a croisé mon regard et ses yeux étaient humides. « Je veux te connaître sans le tableau des scores, Maya. Si tu me le permets. » J'aimerais ça, ai-je dit, et je le pensais. 2 ans après cette remise de diplôme, Hawthorne et Reed m'ont promue directrice de l'analyse des politiques publiques. Avec ma première grosse prime, j'ai créé un fonds d'urgence anonyme à Northlake State, destiné spécifiquement aux étudiants indépendants confrontés à la précarité du logement. Pas de plaque, pas de cérémonie, pas de gala, juste un fonds, juste un courrier électronique qu'une fille épuisée ouvrirait à 3:00 heure du matin dans une chambre glaciale avec un ordinateur portable mourant. Lisant des mots qui lui diraient que quelqu'un avait décidé qu'elle en valait la peine avant même qu'elle ne l'ait prouvé à qui que ce soit. Parce que c'est la chose que mon père n'a jamais comprise à propos des investissements. L'actif à plus haut rendement n'est pas toujours le plus bruyant de la pièce. Parfois, c'est celui que personne n'a pris la peine de regarder. Parfois, c'est celle qui est assise au bout de la table, près de l'entrée de service, calculant tranquillement sa propre survie. Mon père a essayé de fermer le registre sur moi, alors j'ai ouvert le mien.